Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à cette première école d'été en intelligence artificielle et en sciences cognitives. Donc, initialement, c'était quelque chose qui était prévu pour l'été, donc l'été 2020, mais en raison des conditions sanitaires qui ont été mises en place, comme pour beaucoup de projets, il y a eu des changements qui ont dû être apportés. Alors, on a dû déplacer cette première édition-là à l'automne 2020. Donc, c'est un partenariat, en fait, entre l'UQAM et le Cégep André-Laurando. Et l'objectif de cette école-là, c'est essentiellement de rendre accessible l'intelligence artificielle par le prisme des sciences cognitives, accessible aux étudiants du niveau collégial en particulier, ou éventuellement les étudiants de premier cycle universitaire. Alors, la façon dont, la formule qu'on a décidé de choisir pour cette édition-là, étant donné la nouvelle situation, c'est de proposer des capsules vidéo dans lesquelles il va y avoir une dizaine de conférenciers et conférencières qui vont présenter des sujets variés sur l'intelligence artificielle, les sciences cognitives, etc. Donc, vous avez ici devant vous les 10 conférenciers qui vont intervenir, qui ont confirmé pour le moment intervenir, avec les différentes thématiques qui vont être abordées dans les capsules vidéo. Donc, les capsules vidéo, pour le moment, ne sont pas encore disponibles. Elles vont être déposées pendant le mois d'octobre. Donc, dans le prochain mois, vous pouvez vous attendre à ce que le contenu apparaisse, soit déposé progressivement sur le site. Donc, je vous donnerai les liens. Si jamais vous ne les avez pas sous la main, je vous les donnerai à la fin de la présentation pour aller récupérer tout ce contenu-là. Donc, les capsules vont être déposées pendant le prochain mois, puis soyez à l'affût de ce qui arrive au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, pour démarrer en beauté cette première édition de cette première école d'été, on a le grand plaisir d'avoir avec nous Hugo Larochelle, donc, qui va nous parler de plusieurs choses autour de ces thématiques-là. Donc, il va nous parler d'apprentissage profond, qui est une révolution technologique de l'intelligence artificielle. Donc, si vous connaissez, vous devez probablement avoir déjà entendu parler d'Hugo Larochelle, mais si vous ne connaissez pas brièvement, donc il est chercheur en intelligence artificielle, il est responsable de l'équipe Google Brain à Montréal. Il est également professeur associé à l'Université de Montréal, où il a terminé son doctorat sous la direction de Yoshua Bengio. Il est également auteur de plusieurs cours sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond. Donc, il y a une chaîne YouTube où vous pouvez accéder à ces cours-là gratuitement. Donc, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. C'est très intéressant ce que vous allez pouvoir y trouver. Donc, sans plus tarder, je vais te céder la parole, Hugo. Puis merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent. Merci beaucoup. Alors, laisse-moi démarrer le partage d'écran. Il faudrait que... Voilà. Vous confirmez, vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, c'est bon, parfait. Super. Puis juste, avertissement, moi, je ne vous vois pas, donc pendant que je présente. Donc, s'il y a quoi que ce soit, juste me le dire puis m'avertir. Mais donc, merci pour l'invitation à l'École d'été. Ça me fait plaisir de donner la première présentation. Je suis bien honoré de l'invitation. Et en fait, mon objectif, c'est de faire une présentation quand même assez haut niveau pour présenter un peu le contexte de pourquoi on parle beaucoup d'intelligence artificielle actuellement, qui est beaucoup dû en fait des développements récents liés à l'apprentissage profond, dont je pense que vous allez entendre parler pendant la semaine dans plus de détails. Puis moi, je vais essayer de vous dresser un portrait un peu plus haut niveau de ce qu'est l'apprentissage profond et parler aussi par la fin un peu des limitations qui vont peut-être vous inspirer sur peut-être des propres développements de recherche technologique que vous ferez, vous, les étudiants qui regardent, qui sont à l'école d'été dans les prochaines années, puis qui sont aussi des avertissements à avoir en tête lorsqu'il vient le temps d'utiliser ces techniques-là. Donc, pour commencer, étant donné qu'on parle d'intelligence artificielle, la première chose naturelle à faire, c'est d'essayer de définir qu'est-ce qu'on veut dire par intelligence, qu'elle soit artificielle ou humaine.
Puis en fait, quand on parle d'intelligence, souvent on pense à la nôtre, on pense à l'intelligence humaine. Et ce qui nous vient en tête souvent, c'est l'intelligence, c'est entre autres une aptitude de faire du raisonnement logique, comme des mathématiques, par exemple. Même des fois, on élargit ça de façon générale à dire que quelqu'un qui est intelligent, par exemple, on s'attend peut-être à ce qu'il réussisse bien à l'école. Mais en fait, l'intelligence, de façon générale, dans la communauté, l'intelligence artificielle, mais aussi les sciences cognitives, c'est considéré comme étant plus vaste que ça. Une forme d'intelligence, ça pourrait être aussi l'intelligence d'un pianiste qui est capable d'interpréter une pièce complexe et avec émotion aussi. Donc, je vais vous donner un exemple d'une pièce en le faisant jouer, en espérant que vous l'entendez bien. Mais en plus de la complexité de comprendre la pièce, il y a aussi d'utiliser le piano pour faire toutes ces notes-là correctement selon la partition, mais aussi d'ajouter un peu d'émotion pour solliciter des émotions dans l'audience. Ça aussi, c'est une forme d'intelligence. Donc vraiment, l'intelligence, comme on l'entend, c'est plus vaste que simplement faire du raisonnement logique, par exemple. Et en fait, souvent, ce qu'on entend par intelligence, c'est à peu près tout ce qu'on a appris à faire depuis qu'on est bébé jusqu'à être adolescent, jusqu'à être adulte. L'ensemble des choses qu'on a appris à faire, que ce soit marcher, manipuler des objets, comprendre lorsque quelqu'un nous parle, parler nous-mêmes, comprendre le monde qui nous entoure, être capable d'écrire, de lire, et ainsi de suite. Toutes ces aptitudes-là, souvent, on les considère comme des aptitudes qui reflètent une forme d'intelligence. Et l'intelligence, c'est pas si facile que ça à implémenter dans un ordinateur. Je vous donne un exemple, quelque chose d'aussi simple qui pour nous pourrait sembler simple, en tout cas, dans la mesure où je pense on se rappelle à peine de quand on a appris à marcher, d'implémenter ça dans des robots, par exemple, c'est vraiment pas facile. Donc, ça, c'est une vidéo qui date quand même un peu là, de 2015. Puis maintenant, il y a eu quand même des progrès importants. Mais ça ne change pas la réalité que avoir des robots, par exemple, qui savent manipuler les objets autour d'eux, c'est vraiment difficile à implémenter. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a plein de robots qui ont différents accidents puis des comportements un peu farfelus ou difficiles à comprendre. Donc, je vous laisse là, juste parce que c'est une vidéo un peu amusante. Et donc, tous ces comportements-là, par exemple, celui-là qui ouvre une porte imaginaire. Donc, tous ces comportements-là, vraiment, ce sont des comportements que nous, on a appris à faire sans difficulté depuis notre naissance, mais qu'on a beaucoup de difficultés, en fait, à implémenter, ou c'est pas trivial, du moins, de le faire dans des machines, dans l'ordinateur ou dans des robots. Donc, souvent, par l'intelligence artificielle, c'est un peu ça qu'on a en tête. C'est ces aptitudes-là que l'on a acquis de la naissance jusqu'à la vie adulte, souvent les associer à l'intelligence, qu'on aimerait que les ordinateurs, les machines, les robots puissent avoir ces aptitudes-là aussi pour nous aider dans notre vie de tous les jours. Et donc, on peut s'aventurer à essayer de définir qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Puis une définition que je trouve plutôt bonne, c'est de référer à l'intelligence artificielle comme vouloir programmer l'ordinateur à pouvoir faire ce que seulement l'être humain sait faire. Et en fait, une des raisons pour laquelle je trouve cette définition-là est bonne, c'est qu'elle reflète aussi une perception naturelle qu'on a de l'intelligence artificielle, dans la mesure où cette définition-là, elle peut référer à différentes capacités en fonction de quand on applique cette définition-là. Parce qu'à tout moment dans l'histoire, l'ordinateur, ce qui est en mesure de faire est différent aujourd'hui de v'là 20 ans, de v'là 30 ans. Par exemple, une intelligence artificielle dont vous avez peut-être entendu parler, qui est Deep Blue, le joueur d'échecs qui avait battu Kasparov, développé par IBM il y a plusieurs années. Quand il a été développé, c'était considéré comme une percée en intelligence artificielle. Puis maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on demande à plusieurs personnes du domaine si c'est de l'intelligence artificielle. Il y en a certains qui vont dire, pas vraiment, l'intelligence artificielle, c'est plus que ça. Et en fait, ça a un nom en anglais, on appelle ça le AI effect. C'est qu'on a souvent cette impression-là d'intelligence artificielle qu'aussitôt qu'on a réussi à résoudre un problème qui, pendant un certain temps, était jugé comme l'intelligence artificielle, aussitôt qu'on a trouvé la solution, on trouve
la solution enlève un peu de romantisme à l'intelligence artificielle, puis on commence immédiatement à penser qu'en fait, ça n'en était pas, puis ce qui est de l'intelligence artificielle, c'est d'autres aptitudes que l'humain a, mais que la machine actuellement n'a pas. Je trouve que ça caractérise bien, en tout cas, la façon qu'on opère et qu'on réfléchit l'intelligence artificielle dans le domaine. Donc, mais de façon générale, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de toutes ces technologies, puis la science de rendre les machines intelligentes. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est à cause d'un développement qui vient surtout de déboucher des 10-15 dernières années, que l'on appelle l'apprentissage profond. Et donc, l'apprentissage profond, c'est vraiment une sous-catégorie de toutes les technologies d'intelligence artificielle. Et l'apprentissage profond, en fait, ce sont des techniques, puis la science de rendre les machines capables d'apprendre en s'inspirant du cerveau. Donc, c'est l'approche qu'on va prendre à l'apprentissage profond pour essayer d'atteindre une intelligence artificielle dans un ordinateur. Et la motivation, c'est qu'avec les années, on a observé que programmer un ordinateur à être intelligent soi-même comme programmeur, en fait, c'est vraiment difficile. Et c'est plus difficile, finalement, que de programmer l'ordinateur à être capable d'apprendre à devenir intelligent, apprendre à résoudre des tâches ou avoir des capacités dignes du nom intelligence par lui-même. OK? Donc, tout ce qu'on va explorer dans le reste de la présentation, c'est cette approche qu'on appelle l'apprentissage profond, qui est vraiment basée sur cette idée que c'est plus facile et plus efficace de développer une intelligence artificielle en donnant, en fait, à l'ordinateur l'aptitude de développer son intelligence elle-même en apprenant. Donc, on peut se demander, OK, qu'est-ce que ça prend pour développer une aptitude d'apprentissage? C'est quoi la recette, les deux ingrédients nécessaires pour apprendre? Une première, si on s'inspire de nous, du moins, c'est un cerveau. Donc, c'est quelque chose qui va être capable d'accumuler des connaissances à partir d'expériences. Et donc, nous, on est d'une certaine façon l'intelligence la plus avancée que l'on connaisse. Notre cerveau, dans notre domaine, spécifiquement l'apprentissage profond, on va le voir un peu comme une machine biologique qui implémente un certain algorithme puis qui lui permet d'accumuler des connaissances puis de les utiliser à partir d'expériences. Donc, on va s'inspirer du cerveau. C'est une inspiration relativement grossière. On ne va pas implémenter une simulation parfaite du cerveau. Mais par exemple, lorsqu'on regarde la collection de connaissances qu'on a sur ce que le cerveau est, comment il est structuré, bien, on sait qu'il est fait de neurones. On sait que les neurones se regroupent en différentes régions. On sait que différentes régions spécialisent à différentes tâches. Donc, par exemple, notre système visuel qui est illustré ici, on sait que la lumière qui frappe notre rétine, l'information qui est captée par, qui représente cette lumière-là, eh bien, l'information va être processée dans différentes régions du cerveau, une à la suite des autres. On va avoir des régions comme la région V1 qui va avoir des neurones qui vont être sensibles à des éléments visuels relativement simples. Mais au fur et à mesure qu'on va progresser dans le système visuel, on va arriver éventuellement à des régions qui sont capables qui ont des neurones qui sont sensibles à des éléments visuels beaucoup plus abstraits, beaucoup plus haut niveau, comme des visages spécifiques ou des objets spécifiques. Donc, on va s'inspirer un peu de cette structure-là en apprentissage profond pour faire le design de nos intelligences artificielles. Spécifiquement en apprentissage profond, on va utiliser une forme de logiciel qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels. Donc, c'est un réseau de neurones comme le cerveau, mais évidemment, c'est artificiel parce que c'est implémenté dans la machine. Dans un réseau de neurones artificiels, par exemple, si on voulait utiliser un réseau de neurones artificiels pour développer un système de reconnaissance de caractère, comme le caractère 2 ici qui a été créé à la main par quelqu'un, dans un réseau de neurones artificiels, on va avoir des neurones artificiels, comme le neurone ici, qui, lui, est connecté avec l'ensemble des pixels dans l'image numérisée du 2 écrit par une personne. Donc, ce neurone-là va être activé par l'intensité de chacun des pixels dans l'image à gauche. Et ces neurones artificiels-là vont être regroupés dans des couches, comme les neurones dans notre cerveau sont regroupés par région. Ou dans une couche, il va y avoir plusieurs neurones qui vont accomplir certaines tâches, qui vont processer l'information d'une certaine façon qui va être différente, mais qui va avoir quelque chose en commun, par exemple le niveau d'abstraction qui est représenté par ces neurones-là. Et comme dans notre cerveau puis dans le système visuel humain,
on va avoir plusieurs couches, donc on va avoir un réseau de neurones qu'on va dire profond, avec une séquence de couches comme ça, chacune connectée les unes avec les autres pour chaque couche adjacente, jusqu'à ce qu'on arrive à une couche, donc une zone artificielle, une région artificielle de notre réseau de neurones artificiel, où on va avoir des neurones qui vont être capables de représenter des concepts plus abstraits, comme par exemple ici le concept du caractère, du symbole 2, pour qu'on puisse avoir, pour qu'on puisse représenter dans ce réseau de neurones artificiel-là le processus de regarder une image puis de dire « Ah ben ça, c'est un 2 ». OK? Donc là, je ne donne vraiment pas une description très détaillée ou mathématique de ce que c'est. L'idée, c'est juste de présenter ça ici pour donner une intuition de base pour la suite. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Ça prend un cerveau pour nos machines. Et le deuxième ingrédient, ça va être des exemples. Puis le parallèle qu'on peut faire, c'est un peu comme nous quand on apprend, justement, quand on suit un cours, puis qu'on apprend un nouveau sujet. Bien souvent, une façon d'apprendre la matière, c'est de se pratiquer sur des exemples. Donc, on a un énoncé du problème qui est l'entrée, si on veut, dans notre système, puis nous, on essaie de produire la bonne réponse, puis on se compare avec quelle est la vraie réponse, puis si on a la bonne réponse, bien, on sait qu'on semble avoir compris le concept pour cet exemple-là. Si on n'a pas la bonne réponse, on va essayer de vérifier comment est-ce que la prochaine fois, je devrais ajuster la façon que je raisonne, puis la façon que je vais résoudre cet exemple-là. Bon, on va faire un peu la même chose avec les machines. On va leur donner plein d'exemples, puis on va faire pratiquer la machine sur ces exemples-là. Ces exemples-là, ça va être des données, jusqu'à ce que la machine ait compris ces exemples-là, soit capable de les résoudre grâce à toutes les connaissances qu'il va accumuler dans son cerveau, son réseau de neurones artificiels. Donc, pour donner peut-être une illustration un peu plus visuelle de ce que je veux dire par là, je vais utiliser un site web, un système qui est en ligne que vous pouvez visiter. Ça, en fait, c'est une version précédente. La nouvelle version est encore mieux, mais qui s'appelle Teachable Machines. Ça permet justement, entre autres, d'enseigner des concepts d'apprentissage profond, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Donc, ça se fait dans le browser, en fait, assez facilement. Là, je vais montrer une vidéo de moi qui utilise le système. Donc, ça utilise la caméra de mon ordinateur. Puis là, je vais essayer d'avoir que ma caméra reconnaisse 3 expressions faciales, sourire, bâiller, puis avoir peur. Puis pour chaque exemple d'expression faciale, je pèse sur le bouton correspondant pour collecter des exemples, des images de chacune des expressions. Puis on voit une fois que je les ai spécifiées, c'est la bonne couleur associée à la bonne expression qui allume. Ma caméra reconnaît la bonne expression. Et pour développer des systèmes, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça avec plusieurs personnes. Par exemple, ici, je demande à ma fille de tester le système, puis là, on réalise qu'en fait, ça ne fonctionne pas bien. Il semble toujours dire qu'elle a peur, qui est la version orange. Donc là, on va collecter des exemples pour elle, pour sourire, bâiller, puis avoir peur. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, si on fait ça assez, avec des méthodes d'apprentissage, entre autres d'apprentissage profond, on va avoir un système qui déjà va avoir appris à résoudre le même genre d'exemple qu'il a déjà vu, mais aussi faire la bonne prédiction, bien analyser les expressions faciales dans ce cas-ci pour une autre personne, par exemple sa sœur plus jeune ici, où lorsqu'elle sourit, c'est vert, lorsqu'elle baille, c'est mauve, puis lorsqu'elle a peur, c'est orange. OK? Donc, c'est un peu ça qu'on veut dire par donner des exemples à un système d'apprentissage ou d'intelligence artificielle basé sur l'apprentissage. C'est comme ça qu'il va s'améliorer au fur et à mesure. OK? Avant de continuer, je pourrais prendre des questions s'il y en a. Je peux peut-être attendre 10 secondes. Oui? J'ai oublié de le mentionner au début, mais les participants et participantes, vous pouvez poser des questions. Il y a un bouton Q et R qui est disponible dans l'interface de Zoom. Donc, vous avez juste à écrire votre question, puis les panélistes vont relayer votre question pour la poser à Hugo. Donc, pour le moment, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à en poser dans les prochaines. Je vais continuer un peu, puis je prendrai une pause tantôt, voir au cas où il y en aurait une autre. Parfait. Donc, on a nos 2 ingrédients, qui est, on a un réseau de neurones artificiel pour que l'ordinateur puisse avoir des connaissances, représenter des connaissances, puis l'aptitude à faire des prédictions un peu structurées puis inspirées par notre cerveau. Puis on suppose que pour résoudre un problème, par exemple, la reconnaissance de caractère, on a plein d'exemples, plein de données. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire plein d'exemples où j'ai une image à gauche, puis j'ai la bonne réponse, est-ce que c'est un 1, un 2, un 3, ainsi de suite, pour chacune des images.
Et l'apprentissage profond va prendre ces deux ingrédients-là, puis va exécuter un algorithme d'apprentissage pour déterminer comment changer les connexions dans le réseau de neurones artificiels entre les neurones pour que s'il voit une image ici, puis qu'il fait une prédiction, puis ici se trompait, il assignait plutôt, il déterminait plutôt que ça appartenait, que ça correspondait au symbole 3. Un algorithme d'apprentissage va déterminer comment modifier les connexions pour que la prochaine fois qu'il va voir la même image, il y aura plus de chances qu'il va déterminer le bon caractère, la bonne réponse pour cette image-là. Okay? Et donc, si on a nos exemples, puis on a notre logiciel de réseau de neurones artificiels, on peut développer un système, dans ce cas-ci, de reconnaissance de caractère, tant qu'on a nos données qui représentent des exemples de reconnaissance de caractère avec la bonne réponse. Et ces deux ingrédients-là donnent une recette qui est vraiment générique, puis qu'on peut appliquer à plein de problèmes, en notant essentiellement qu'on ait des données, des exemples pour ce problème-là. Donc, par exemple, les systèmes de reconnaissance vocale suivent essentiellement exactement la même recette. On va avoir une forme de réseau de neurones artificiels et il va être entraîné sur plein de données qui vont correspondre à, en entrée, le signal sonore d'une personne qui parle. Puis en sortie, le réseau de neurones artificiels va déterminer c'est quoi le texte qui a été dit par la personne qui parlait. Et ça, c'est le genre de méthodes qui sont utilisées, par exemple, dans le Google Assistant pour reconnaître notre voix et reconnaître ce qu'on dit. Encore une fois, la même recette pour l'analyse d'images. Tout ce qui change essentiellement, on change un peu le réseau de neurones artificiels, mais on change surtout les données. On va avoir des images naturelles qui pourraient déterminer quel genre d'animaux ou d'objets sont dans les images. C'est un peu comme ça qu'on peut faire aussi de la traduction automatique, où là, les exemples, ça va être, par exemple, plein de paires de phrases où, en entrée, je vais donner, par exemple, une phrase en français. Il y a un chat assis sur l'étagère. Puis, en sortie, on va avoir comme bonne réponse une bonne traduction de cette phrase-là, comme « There's a cat sitting on a shelf ». Et avec des millions et des millions d'exemples comme ça, on va réussir à entraîner un système de traduction automatique comme Google Translate, qui est basé sur cette méthodologie-là, puis que vous connaissez probablement, puis qui permet de traduire plusieurs phrases là, de façon assez précise, puis qui est un outil très utile, entre autres pour les gens qui voyagent. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je pourrais continuer. Toujours pas de questions. OK. Donc, je continue. Donc, cette recette-là, j'espère que vous voyez qu'elle est quand même assez générique, qu'elle s'applique à plein de problèmes. Et c'est tellement vrai, en fait, qu'elle a été, dans les dernières années, appliquée à plein d'autres problèmes que ceux-là qui sont peut-être un petit peu plus familiers, comme la reconnaissance vocale, la reconnaissance d'image ou la traduction automatique. Un exemple que j'aime beaucoup mentionner, c'est celui-là, un exemple créatif de l'apprentissage profond. Ici, ce qu'on a, c'est un système où ce qu'on donne en entrée, en fait, c'est deux choses. La photo d'un paysage et aussi l'image d'une peinture par un artiste. Et déjà, on développe un système qui va prendre le contenu de la photo, mais l'illustrer avec le style de la peinture, ce qui donne ce qu'on a à droite ici. Et ça veut dire qu'on peut en faire une utilisation très créative où on peut prendre une photo, mais l'illustrer avec le style de notre peintre préféré, par exemple. Ça, c'est une technologie que, si ça vous tente de l'essayer, si vous allez sur deepart, deepart.io, vous allez voir, c'est pas un système de Google, c'est, je pense que c'est une start-up qui a ce système-là et qui permet justement de créer ce genre d'illustration-là. Un autre exemple assez créatif, encore une fois basé sur des réseaux neurones qui sont entraînés sur plein de données, plein d'exemples. La pièce de piano que j'ai jouée tantôt, en fait, cette pièce-là, elle n'a pas été générée par un pianiste, elle a été générée par un réseau de neurones. Un réseau de neurones qui avait en entrée ce qui a été joué jusqu'à maintenant, puis qui produisait en sortie la prochaine note à jouer. Et comme ça, en produisant une note à la fois, on a réussi à entraîner un réseau de neurones qui a été entraîné à reproduire la musique jouée par des vrais pianistes. On a réussi à l'amener à produire des nouvelles pièces interprétées qui n'ont jamais été interprétées avant puis qui ont vraiment été interprétées par la machine. Puis finalement, juste un autre exemple que j'aime bien mentionner, c'est celui-là ici de Makoto que vous voyez juste ici. En fait, lui, c'est un ingénieur, mais c'est pas un expert en intelligence artificielle.
Par contre, ce qu'il a décidé de faire, c'est donner un coup de main à ses parents que vous voyez ici qui ont une ferme. Puis, dans le processus de leur agriculture, ils ont entre autres à prendre leurs légumes puis à classifier les légumes en fonction de leur forme. Ça fait partie du travail qu'ils ont à faire. C'est un travail assez laborieux. Et Makoto a réussi à développer un système en collectant lui-même des exemples de photos de légumes de la ferme qu'il a lui-même étiqueté en fonction de la forme, puis d'entraîner un réseau de neurones pour apprendre à faire cette tâche-là, à déterminer la forme de légumes. Et comme ça, bien, il a réussi à automatiser une partie du travail de ses parents qui avaient pu à se préoccuper autant de cette tâche-là. Puis je le mentionne parce que je pense pas qu'on pense à l'agriculture comme étant le domaine où l'intelligence artificielle est naturellement applicable. Et donc, ça, je trouve, démontre bien comment c'est vraiment des technologies, l'apprentissage profond, qui ont un champ d'application qui est vraiment vaste. On a vu la musique, on voit maintenant l'agriculture, les arts. Donc, peu importe, en fait, l'industrie dans laquelle on est, il y a vraiment des opportunités intéressantes qui sont saisies à tous les ans d'utilisation de l'apprentissage profond. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je peux continuer. Oui, il y a une question qui a été posée par un participant. Donc, la question, c'est si on apprend à partir des vidéos, donc il y a eu l'exemple des images et puis des pièces de musique, des morceaux de musique, oui. Ça va être quoi la sortie possible, par exemple, ou qu'est-ce que ça va entraîner? Oui, c'est une bonne question. En fait, ça dépend quel genre de système tu voudrais développer. Donc, pour des vidéos, si ce qui t'intéresse à faire, c'est de classifier la vidéo parle de quel sujet, là, ce qu'il faudrait faire, c'est déterminer quel sujet tu veux classifier. Est-ce que c'est une vidéo de sport? Est-ce que c'est une vidéo d'art? Est-ce que c'est une vidéo associée aux nouvelles, et ainsi de suite? Et donc là, dans ce cas-ci, ce qu'il y aurait à reproduire, ça serait ton choix en tant que développeur, ça serait de déterminer dans laquelle de ces catégories-là une vidéo appartient. Puis pour pouvoir avoir ces données-là, soit tu vas regarder en ligne si ces données-là sont déjà disponibles, sinon probablement que tu aurais à les étiqueter toi-même manuellement. Si on voulait essayer de faire un système qui essaie de produire des vidéos qui semblent réalistes, un peu comme le piano, où en fait, pour le système de piano, la façon qu'il est entraîné, c'est qu'on lui montre des pièces des notes qui ont été jouées dans une partie de la pièce, puis on lui demande de prédire c'est quoi la prochaine note dans cette pièce-là. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on lui donnerait les frames précédents dans la vidéo, pour lui demander de produire toute l'image du frame prochain dans le même vidéo. C'est un problème vraiment, vraiment difficile de créer des vidéos qui sont de bonne qualité comme ça. Je dirais qu'on n'est pas vraiment rendu là, du moins pas avec une approche aussi naïve que j'ai décrite ici. Il y aurait une autre application qui pourrait être d'augmenter la résolution d'une vidéo. Dans ce cas-ci, le vidéo en entrée, ça pourrait être une vidéo, mais dans une moins bonne qualité. Par exemple, on pourrait prendre juste 1 pixel sur 2 pour qu'il soit en plus petite résolution. Puis, ce qui serait produit par la vidéo en sortie, c'est la version haute résolution du même vidéo. Ça pourrait donner un système qui peut prendre une vidéo d'une mauvaise qualité, puis essayer de déterminer ce serait quoi une vidéo de meilleure qualité, de plus haute résolution. Puis ça, je pense qu'il y a des gens qui utilisent des systèmes comme ça, en fait. J'espère que ça répond pas à la question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ou... Oui, il y a une deuxième question qui a été posée. Donc, il y a quelqu'un qui dit... donc, la personne te remercie pour la réponse qui a effectivement bien répondu à sa question. La deuxième question, en fait, c'est on a eu des exemples quand même assez concrets, imagerie, musique, éventuellement vidéo avec la question précédente. Qu'est-ce qu'il y en est de concepts plus abstraits comme la démocratie, la jalousie, exprimée dans une image, par exemple, dans un tableau artistique, etc. Donc, est-ce qu'il y a des progrès qui ont été faits de ce côté-là? Je te dirais que la seule façon réellement d'obtenir, par exemple, je ne sais pas, un réseau de neurones qui essaierait de prédire l'émotion évoquée par un portrait ou une pièce, au final, ça va prendre des exemples. Et ça va vouloir dire, en fait, de demander peut-être de faire des sondages avec des personnes, de déclarer si on leur montre, on leur fait écouter une pièce ou
on leur montre une image, quelles émotions ils ressentent. Ça peut peut-être même être au-delà des émotions déclarées, peut-être que ça pourrait être mesuré sur une personne, puis on pourrait essayer de prédire ces émotions vécues-là. Mais ultimement, l'apprentissage profond, la façon qu'il fonctionne dans ce contexte-ci que je décris, c'est qu'il imite essentiellement l'être humain, en fait. Donc, et la façon qu'on transfère des connaissances sur comment est-ce qu'on fonctionne, nous, comment est-ce qu'on résout des tâches, comment est-ce qu'on perçoit quelque chose, c'est en le formulant sous la forme d'exemple. Donc, ça serait la façon que j'approcherais ce problème-là, puis qu'il y a probablement des exemples, possiblement des exemples d'applications où, ultimement, il y a des données qui sont collectées et étiquetées par des personnes pour avoir un système qui fonctionne. As-tu d'autres questions? Non, c'est bon pour le moment. Merci. OK, cool. C'est bon, bonne question. Continuez à les partager. OK. Maintenant, ce que je pensais faire pour la deuxième partie de ma présentation, c'est de parler un peu plus des limitations, c'est-à-dire, là, ce que je vous ai décrit, ça semble être extraordinaire, on semble pouvoir prédire et résoudre, puis donner des aptitudes intelligentes, d'intelligence de plein types, dans plein de contextes ou d'applications données. Maintenant, qu'est-ce que ces techniques-là font pas très bien? C'est important de le savoir, ne serait-ce que si vous êtes intéressé au développement scientifique et technologique, de savoir où sont les questions qu'on se pose encore actuellement, qui sont importantes, parce que vous serez peut-être la prochaine génération qui vont résoudre ces problèmes-là et répondre à ces questions-là. Puis aussi, c'est important de le savoir qu'on applique en fait ces méthodes-là, même si on ne les développe pas, si on les utilise, c'est quand même important de savoir finalement là où sont les limitations. Une première limitation que je vais parler très rapidement, c'est lié à... ça me permet de faire un peu un parallèle entre où est-ce qu'on en est en termes de qu'est-ce qu'une machine est capable de faire, puis qu'est-ce que nous, on est capable de faire, et est-ce qu'il y a un fossé, puis où est-ce qu'il est. Il y en a un fossé, puis là où il est, en fait, c'est que nous, on apprend des tâches, on apprend des concepts vraiment plus facilement avec beaucoup moins d'exemples qu'une machine, basée sur l'apprentissage profond, par exemple. Donc, pour essayer d'illustrer ça, je vais vous faire un exemple que j'aime bien donner. Là, ici, vous voyez une image, une photo de chacune de mes 4 filles, Mélie, Evelyne, Marie-Lou et Madeleine. Et là, donc, regardez les photos ici. Puis là, je vous demande, dans cette photo-là ici, c'est laquelle de mes 4 filles? OK? Donc, je vous donne peut-être 5 secondes pour réfléchir. Je ne vous demanderai pas de le dire, évidemment, parce que le format ne le permet pas. Mais si vous avez répondu, Mélie, vous aviez la bonne réponse. Puis mon expérience, parce que je donne souvent cette question-là dans les présentations, c'est que 90-95% des gens ont la bonne réponse. Mais il y en a quand même qui font des erreurs, mais la plupart des gens réussissent à l'avoir. Donc ça veut dire qu'en vous donnant un seul exemple pour chacun des concepts, si on veut, de façon abstraite, c'est-à-dire le concept de qui est Mélie, qui est Evelyne, qui est Marie-Lou, qui est Madeleine, avec un seul exemple, vous êtes capable d'avoir une précision au-delà de 90%, une très haute précision pour classifier d'autres images d'une de ces 4 filles-là puis d'identifier la bonne personne. Maintenant, un système basé sur l'apprentissage profond pour résoudre la même tâche, qui résoudrait seulement cette tâche-là, ça prendrait des centaines, voire des milliers d'exemples de chacune de mes filles pour être capable d'être aussi précis que nous, on l'est en tant qu'être humain. Et donc, ce fossé-là, c'est-à-dire le fait que l'apprentissage profond fonctionne bien, mais si on a vraiment beaucoup de données, tandis que nous, on est capable d'apprendre puis de développer des nouveaux talents puis des nouvelles aptitudes avec très peu d'essais et erreurs, il y a encore un grand fossé entre ces deux extrêmes-là. Et c'est entre autres sur ce sujet-là que moi, en tant que scientifique, je passe beaucoup de temps à essayer de faire des progrès. Donc, l'analogie, si on veut, ça peut être que l'apprentissage profond ou une machine basée sur l'apprentissage profond, c'est un peu comme un étudiant qui n'est pas super rapide, mais qui travaille vraiment fort. Donc, il va faire plein d'exercices, passer à travers plein d'exemples et plein de données pour ultimement arriver à bien comprendre le sujet. Mais ça va prendre vraiment beaucoup d'essais.
Mais heureusement, parce que la machine est rapide, on est capable, en fait, en temps réel, de faire ça relativement rapidement. Sauf que collecter toutes ces données-là, ça demande beaucoup d'efforts. Ces données-là sont souvent étiquetées par des personnes. Donc, ça serait beaucoup plus utile si on était capable d'avoir des systèmes qui peuvent apprendre des nouvelles tâches beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins d'exemples. Okay? Donc, ça, c'est une première limitation. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet-là. Oui, il y a une question qui vient de s'ajouter rapidement. Okay. Il y a quelqu'un qui demande quelle technologie, j'imagine que c'est plus ou moins lié à ce qui vient d'être dit, mais quelle technologie, bibliothèque, frameworks, etc., vous utilisez dans votre quotidien? C'est une bonne question. Donc, moi, en fait, donc moi, je dirige un laboratoire en intelligence artificielle. Ce qui fait que moi, en fait, maintenant, je suis plus au niveau des idées, puis moins au niveau de la programmation. Ceci étant dit, dans mon équipe, on utilise beaucoup TensorFlow. On utilise aussi maintenant de plus en plus JAX, J-A-X, qui est en fait plus facile d'utilisation que TensorFlow, puis que je vous encourage vraiment à découvrir. C'est très utilisé dans le monde de la recherche, vraiment de plus en plus. Donc, entre autres, si vous aviez à en choisir un là, pour commencer, JAX là, est vraiment bon pour faire du développement en intelligence artificielle, en apprentissage profond spécifiquement. Est-ce que je prends une autre question? Oui, je peux t'en poser une autre. Je ne sais pas si suite à ce que tu viens de présenter, tu allais parler du one-shot learning, mais justement, quelqu'un qui nous posait une question là, qui disait comment est-ce que se comparent les performances des techniques de one-shot learning aux techniques traditionnelles? Oui, donc le one-shot learning, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est exactement ce problème-là que vous voyez ici. One-shot, ça fait référence à avoir un seul exemple pour un concept, puis de généraliser, donc d'être capable de résoudre le problème à partir d'un seul exemple par concept. C'est un contexte où il y a encore vraiment beaucoup de travail. On ne peut pas le comparer avec l'apprentissage sur plein de données parce que c'est un peu injuste. L'apprentissage sur plein de données, ça fonctionne bien parce qu'il y a beaucoup de données. Donc, la définition même du problème de one-shot learning, d'apprentissage à partir d'un exemple, c'est difficile parce que c'est ça le contexte de ce problème-là. Et on est encore très loin, là, de façon générale, à notre aptitude, nous, à généraliser à partir d'un exemple. C'est exactement le genre de, techniquement, là, c'est le genre de sujet de recherche que j'explore actuellement, moi en particulier. Je serais tenté de continuer. Donc, ça, c'est ce que je viens d'écrire, c'est une limitation au niveau peut-être des performances des systèmes qui vous donne un peu une idée de dans quelle direction va la recherche pour rendre les intelligences artificielles encore plus puissantes, plus efficaces, plus utiles. Puis le reste de la présentation, ça va être orienté plus vers quelles sont d'autres faiblesses qui sont particulièrement importantes à avoir en tête lorsqu'on pense entre autres à des systèmes qui doivent interagir avec les gens où il y a des considérations à prendre parce que si les gens sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans la technologie elle-même, il peut y avoir des effets négatifs aussi. Puis, il faut être conscient de ça. Et puis, je vais essayer de donner quelques exemples de c'est quoi ces effets négatifs-là et puis comment est-ce que la recherche essaie d'y pallier. Mais pour ça, je vais donner un exemple visuel de l'entraînement d'un réseau de neurones à partir de ce site web-là ici, qui est le TensorFlow Playground. OK? Donc, je vais juste passer ça comme ça. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'illustration, la visualisation d'un réseau de neurones artificiel. Il y a 2 couches suivies d'une couche de sortie. Il y a 8 neurones pour chacune des couches. Puis, avec le site, ce qui est le fun, c'est qu'on peut changer le nombre de neurones, on peut changer le nombre de couches, puis entraîner différents réseaux de neurones, puis voir comment ils se comportent, ce qu'on va faire ici. C'est un réseau de neurones pour un problème super simplifié et synthétique, qu'on dirait, où en fait, ce qu'on va faire, c'est classifier des points en 2 dimensions. Et il va y avoir 2 classes différentes, donc 2 types de points. Il va y avoir les points bleus ici. Les points bleus vont être associés à la valeur 1. Il va y avoir les points orange ici, qui vont être associés à la valeur -1. Okay? Et ce que vous voyez ici, les points, ça va être nos données d'entraînement. Donc, c'est les données qu'on va fournir au réseau de neurones
pour qu'il fasse une prédiction pour chacun des points. Puis, s'il ne prédit pas la bonne valeur, s'il prédit 1 quand la valeur est plus moins 1, ou s'il prédit moins 1 quand la valeur serait plutôt 1, ben là, le réseau de neurones va changer ses connexions pour que le prochain coup, il soit plus proche de la bonne réponse pour ce point-là. Et là, ce que vous voyez à droite dans le graphique ici, vous voyez que le changement là, de la couleur de orange à gauche vers bleu, ça montre, en fait, chaque position montre quelle est la prédiction faite par le réseau de neurones actuel avec ses poids actuellement. Là, le réseau de neurones, il n'a rien appris, fait qu'il fait un peu n'importe quoi. Ça ne correspond pas du tout à distinguer les deux spirales bleues et orange qu'on voit ici. OK? Et donc là, je vais partir l'entraînement. Oui, puis ici à gauche, ce qu'on voit, c'est l'entrée du réseau de neurones qui va prendre la valeur x1, qui est donc la valeur du point sur l'axe des x, puis la valeur x2, qui est la valeur du point sur l'axe x2 ou l'axe des y, comme on dit souvent. Et donc là, je vais partir de l'entraînement, c'est-à-dire que chacun des points va être donné en entrée. Le réseau de neurones va calculer sa prédiction. Puis si la prédiction est pas bonne, il y a l'algorithme d'apprentissage que je ne vais pas décrire, on va juste le voir s'exécuter. Vous allez apprendre c'est quoi l'algorithme d'apprentissage en détail plus tard dans l'école d'été. Ce qu'on va voir, c'est que les neurones vont s'ajuster justement pour se rapprocher de la bonne réponse. Si je parle l'entraînement, là, on voit ici, on voit les neurones, les connexions sont en train de se développer. L'épaisseur de la connexion donne un peu l'idée de la valeur de la connexion entre les neurones. Puis là, on voit ici à droite, les prédictions que fait le réseau de neurones évoluent tranquillement pas vite. Il y a de plus en plus de bleu autour des points bleus, puis il y a de plus en plus d'orange autour des points orange. Donc là, je vais le laisser continuer un peu. Et donc, la raison pour laquelle l'orange apparaît aux bonnes places, puis le bleu aux bonnes places, c'est que justement, les connexions sont ajustées pour que autour des points bleus puis autour des points oranges, il y ait la bonne prédiction grâce aux connexions qui sont ici. Là, il continue à s'améliorer. En fait, ici, il y a une courbe de l'erreur que je ne décrirai pas. Mais on voit qu'elle continue de baisser, ce qui veut dire que le réseau continue à apprendre. Puis juste pour simplifier, je vais arrêter tout de suite. Donc, on voit les connexions sont entraînées, ils ont changé par rapport au tout début. On voit, comme je disais, qu'à bien des endroits, là, il y a du orange, il y a des points oranges. Là, il y a du bleu, il y a des points bleus. Ce n'est pas parfait partout, mais c'est vrai dans plein d'endroits. Et donc, il a réussi à résoudre en partie le problème. Maintenant, dans le développement de réseaux de neurones, en fait, ce qu'on aurait à faire, c'est essayer différents nombres de couches cachées. Il y a plein d'autres paramètres qu'on appelle des hyperparamètres qu'on aurait à varier pour essayer d'améliorer les prédictions du réseau de neurones. On pourrait faire mieux que ça si on itérait et on s'essayait plusieurs fois. Une des raisons pour laquelle je montre ça, c'est que je vais essayer d'illustrer 4 différentes faiblesses des techniques d'apprentissage, entre autres d'apprentissage profond, qui vont être liées en fait à des risques ou des dangers potentiels de déployer des solutions d'apprentissage profond. La première chose à remarquer, c'est que, en fait, une fois que j'ai mon réseau de neurones avec ces connexions, les connaissances, puis essentiellement les données que j'ai ici, on peut concevoir ça comme si toutes ces données-là avaient été compressées dans les poids du réseau de neurones. C'est-à-dire que si, une fois que j'ai entraîné mon réseau de neurones, je peux faire des prédictions pour des nouveaux points dans mon graphique à 2 dimensions, puis j'ai plus besoin, en fait, des données d'entraînement pour que mon ordinateur soit capable maintenant de résoudre ce problème-là. Donc, implicitement, ce que ça veut dire, c'est que les données, l'information sur les données sont essentiellement absorbées d'une certaine façon par les connexions dans mon réseau de neurones. OK? Ça, c'est la première chose à remarquer. La deuxième chose, c'est que bien qu'en regardant ça ici, on peut un peu comprendre ce que le réseau de neurones fait. En fait, comprendre, par exemple, ce neurone-là ici, donc en mettant ma souris par-dessus, je peux voir sa valeur, comment elle varie en fonction de différents points sous l'axe des X et l'axe des Y. Pourquoi ce neurone-là fait ça? Pourquoi ce neurone-là varie sa valeur de moins 1 à 1 comme ça? Celui-là ici est un peu étrange. Pourquoi il fait ça exactement? C'est un peu difficile à comprendre et à interpréter pour nous, les humains, en observant ça. Ça, c'est une deuxième chose. Ils sont difficiles à interpréter. La troisième chose, c'est qu'on peut remarquer qu'il y a des endroits où il fait des erreurs. Donc, on sait que si on avait mis toutes les données possibles ou vraiment une grande quantité de données,
vu qu'on a deux spirales, ben, on aurait entre autres normalement des points ici, mais parce qu'on n'avait pas beaucoup de données, ben ici, en fait, il n'a pas appris à faire la bonne prédiction. Donc, en d'autres mots, s'il y a une partie, s'il y a certains types d'exemples qui ne faisaient pas partie des exemples qu'on a utilisés pour entraîner notre modèle, pour entraîner notre réseau de neurones, puis pour lui permettre d'apprendre, ben, c'est fort possible, c'est bien possible que notre réseau de neurones ne généralise pas de la bonne façon, ne fasse pas la bonne prédiction autour de ces régions-là du type d'exemple qu'on n'a jamais vu avant. Okay? Donc, en gros, un réseau de neurones, ce n'est pas garanti que ça va bien généraliser, faire des bonnes prédictions, loin des données d'entraînement, loin des exemples qui ont été utilisés pour l'apprentissage. Ça, c'est une troisième chose. La quatrième chose, c'est que on peut même remarquer dans certains cas, par exemple, le point ici, si je déplace ce point-là juste un tout petit peu, donc c'est possible de choisir spécifiquement une façon de déplacer juste un petit peu ce point-là pour que soudainement la prédiction de mon modèle soit totalement différente. Passer d'une prédiction bleue à une prédiction orange. Donc, si je prends même des points de mon ensemble d'entraînement, par exemple, puis je regarde juste autour, mais je regarde dans des directions vraiment précises, puis un peu choisies pour essayer de tromper mon réseau de neurones, c'est possible de trouver des exemples où effectivement on peut le tromper d'une façon qui n'est peut-être pas intuitive. OK, donc ça, c'est 4 faiblesses-là dont j'ai parlé. On va en parler un petit peu plus pour le reste de ma présentation. Je vais revenir ici. Donc, juste pour revenir sur les 4 faiblesses dont j'ai parlé. Les données sont compressées dans ces poids. Ça, en soi, ce n'est pas une faiblesse, mais ça peut avoir des implications en termes de notre aptitude de protéger les données, c'est-à-dire protéger l'information qui sont dans les exemples donnés en apprentissage. Le rôle joué par les unités cachées n'est pas vraiment facile à comprendre. Puis ça peut vouloir dire que ça va être peut-être difficile de comprendre pourquoi un réseau de neurones fait une certaine prédiction pour un exemple donné. Donc, ça va être difficile d'avoir une explication de pourquoi est-ce que notre réseau de neurones fait les prédictions dans une situation donnée. C'est possible qu'il ne généralise pas bien loin des données, loin des exemples d'entraînement. Ça peut créer des problèmes en termes d'équité en fonction des différents utilisateurs. Et en fait, même, c'est possible de tromper le réseau de neurones en le forçant à mal généraliser, même proche des données d'entraînement, proche des exemples utilisés pour l'apprentissage. Puis ça implique qu'il y a peut-être des problématiques de robustesse à avoir en tête. Et donc, pour le reste de la présentation, je vais passer à travers les 4, puis je vais vous donner des exemples de recherche qui essaient justement de régler ces problèmes-là. Puis en fait, les 4 sont des directions de recherche encore très actives aujourd'hui. On essaie d'améliorer de plus en plus ces problématiques-là, ces 4 problématiques-là. Donc, j'ai mentionné que les données sont compressées dans les poids. Et donc, là où ça pourrait possiblement être inquiétant, c'est que peut-être que si j'ai accès, moi, au réseau de neurones, puis que je peux avoir la valeur de ces poids, et ainsi de suite, il existe peut-être une façon de décompresser les exemples qui ont été utilisés pour obtenir ces poids-là dans mon réseau de neurones. Donc, peut-être que si, hypothétiquement, je pourrais prendre mon réseau de neurones puis décoder les données sur lesquelles il a été entraîné. Ça semble peut-être pas évident comment est-ce qu'on pourrait faire ça, d'autant plus qu'on n'a pas encore vu le détail pour ceux qui ne connaissent pas encore les algorithmes d'apprentissage, on n'a pas vu exactement comment ils opèrent. Mais pour vous donner un peu une intuition de comment est-ce que, intuitivement, on pourrait peut-être y arriver, je vais donner une espèce d'analogie avec un étudiant, encore une fois. Je trouve faire une analogie avec un étudiant, souvent, c'est utile de comprendre à un niveau. Donc, imaginez que vous êtes un enseignant, puis qu'il y a un étudiant dans votre classe qui est correct. Ce n'est pas le meilleur étudiant, mais il y a des notes moyennes. Puis, par contre, vous donnez un examen. C'est un examen de 2 heures. Puis cet étudiant-là vient vous voir après 30 minutes. Il a terminé l'examen. Il vous remet sa copie. Puis vous regardez les réponses, elles sont toutes bonnes. Qu'est-ce que ça vous dit sur cet étudiant-là? Si vous pensez un peu, probablement que vous avez des doutes, il a peut-être triché. C'est-à-dire, peut-être qu'en fait, il a déjà vu ces questions-là, il avait déjà accès aux réponses à ces questions-là.
De la même façon, si j'ai un réseau de neurones qui a été entraîné sur des données, si je lui donne un exemple, puis que le réseau de neurones est très confiant dans sa sortie, c'est possiblement une indication que le réseau de neurones a déjà vu cet exemple-là. Okay? Donc, si on ne fait pas attention, ça peut peut-être être une façon utilisée pour extraire de l'information du réseau de neurones. Heureusement, il existe des solutions pour mitiger ce problème-là. Puis rapidement, je vais vous présenter une approche à haut niveau, comment faire ça. Et l'idée, en fait, ça va être d'entraîner nos réseaux de neurones sur des données qui ne sont pas privées, qui ne sont pas sensibles. Mais ce réseau de neurones-là va être en fait entraîné à prédire la réponse d'un autre réseau de neurones enseignant qui, lui, en fait, va avoir accès à des données sensibles, mais qu'on ne veut pas qu'ils soient accessibles par d'autres. Donc, c'est illustré ici. Et le graphique est plus compliqué qu'il a besoin d'être. Donc, ignorer entre autres toute la partie ici. Et donc, l'idée, c'est de dire que si j'ai des données sensibles que je ne veux pas qu'ils soient accessibles par d'autres, ben, je vais entraîner un premier réseau de neurones sur ces données-là, sur ces exemples-là. C'est ce qui est appelé le teacher ici. Et là, je vais prendre d'autres données qui, elles, sont publiques. Donc, par exemple, ici, c'est peut-être des images qui sont privées, mais il y a peut-être plein d'autres images qui, elles, sont entièrement publiques et accessibles à tous. Je vais prendre ces images publiques-là, puis je vais utiliser mon réseau de neurones pour fournir les étiquettes sur les images publiques. Et finalement, le réseau de neurones que je vais utiliser à la fin, qui lui va permettre une certaine protection des données, ça va être un réseau de neurones étudiant qui lui va être entraîné sur les données publiques, mais à prédire la réponse de l'enseignant à la place. OK? Ça, c'est une approche, il y en existe plusieurs autres. Mais c'est pour vous donner un peu une idée que c'est aussi un problème qui n'est pas totalement impossible à résoudre. Je ne sais pas, je pourrais peut-être prendre une question s'il y en a une maintenant. En fait, je vais regrouper deux questions qui ont été posées parce qu'elles touchent un peu le même sujet. Il y a une première personne qui a demandé un peu plus tôt au niveau de l'interprétabilité des réseaux de neurones, où on en était rendu dans l'état de l'art. Puis, l'autre question qui est quand même liée aussi, c'est est-ce qu'on devrait s'inquiéter du fait qu'en fait, on a du mal à interpréter nos réseaux de neurones? C'est quoi les conséquences de ça, finalement, de ce manque d'interprétabilité-là? Voilà. Oui. Je vais répondre à la deuxième. Puis la première, je pense que c'est mes diapositives qui s'en viennent vont parler de ça, en fait. Donc, la première, la deuxième, c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? En fait, du manque d'interprétabilité, ben, ça dépend un peu du problème, je dirais. Il y a peut-être des applications où avoir juste la prédiction, ça ne suffit pas. Puis, en fait, ça prend... on veut vraiment qu'il y ait, par exemple, un être humain qui confirme que c'est la bonne prédiction, puis qu'il y a une explication, en fait, l'explication qui aurait peut-être manqué. Et dans un contexte où les décisions sont vraiment critiques et sensibles, peut-être que c'est problématique. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Une autre réponse, c'est de dire, en fait, même les êtres humains ne sont pas particulièrement interprétables. Hein, donc, et en fait, même quand moi, je réponds à une question où j'explique, disons que j'ai fait un mouvement, j'ai fait un geste, j'ai dit quelque chose, puis quand on me demande mais pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as fait ça, j'ai beau faire beaucoup d'introspection sur la raison pour laquelle je l'ai fait, il n'y a pas nécessairement de garantie que je vais donner la bonne interprétation de mes propres motivations, mes propres raisons pour lesquelles j'ai agi ou j'ai dit quelque chose. On peut même construire, je pense, des expériences cognitives où on peut démontrer que dans certaines situations, en fait, les gens vont un peu soit mentir sur leur propre motivation à faire quelque chose, ou en fait vont réellement être convaincus qu'ils ont fait quelque chose pour une certaine raison quand ce n'est pas le cas du tout. Donc ça indique aussi qu'il y a peut-être une limite de toute façon, même pour nous, à être en mesure d'interpréter parfaitement pourquoi est-ce qu'un système ou une personne a agi ou a dit ou a prédit quelque chose. Donc ça, ce serait pour la deuxième. Puis là, je vais présenter, dans le fond, le prochain point sur l'interprétabilité qui va répondre à la première. En fait, une technique qui marche quand même assez bien puis qui est utile pour plein de choses. Ça peut être utile, entre autres, justement pour essayer de déboguer un réseau de neurones qu'on a entraîné pour essayer de voir s'il y a des faiblesses. Ça va être, en fait,
pas essayer d'interpréter les neurones intermédiaires, mais plutôt essayer de voir, de comprendre quels sont les éléments d'entrée qui ont influencé la prédiction en sortie. Un exemple intuitif de ça, ça serait la classification d'images. Pour la classification d'images, imaginons qu'on doit classifier cette image-là puis déterminer qu'est-ce qu'on voit dans l'image. Dans ce cas-ci, c'est une antilope. Pour se rassurer que le réseau a fait une bonne prédiction pour les bonnes raisons, on aurait peut-être savoir est-ce que en fait, c'est vraiment les pixels qu'il y a autour de l'antilope, sur l'antilope, qui ont vraiment influencé la prédiction. Puis une façon de faire ça, en fait, c'est essentiellement de prendre chacun des pixels et puis de le changer un petit peu, puis de garder tous les autres constants, puis là, de voir est-ce que la sortie du réseau de neurones a changé ou pas. OK? Et on fait ça pour chacun des pixels, puis on le fait plusieurs fois. Et puis là, on regarde, pour chacun des pixels, à quel point il réussissait, juste en changeant ce pixel-là, il réussissait à changer la sortie du réseau de neurones. Puis dans ce cas-ci, une méthode qui est basée essentiellement sur ce principe-là, qui s'appelle SmoothGrad, qui a été développé à Google, on voit que donc les pixels qui sont plus blancs, ce sont les pixels qui ont le plus d'influence sur la prédiction du réseau de neurones. On voit que la plupart sont effectivement autour de là où est l'antilope, ce qui serait un peu rassurant. Okay? Donc ça, c'est une méthode qui est souvent utilisée, puis qui, dans le domaine, entre autres, de la vision, qui peut être pas mal utile. Il y a des méthodes encore plus avancées que je ne décris pas ici, mais les auteurs que vous voyez ici, là, je vais enlever ma souris pour que vous puissiez le voir, là, mais Bin Kim, Fernanda Viegas, Martin Wardenberg travaillent beaucoup dans ce domaine-là, puis je vous invite à aller voir leurs travaux de recherche. Ils ont des méthodes encore plus avancées pour pousser ce qu'on est capable de faire en termes d'interprétabilité. Je vais peut-être prendre une autre question s'il y en a d'autres sur un des sujets que j'ai couverts. Pour le moment, pas de questions. C'est tranquille. OK. Bon, il y a aussi la question d'équité qui est liée au fait qu'un réseau de neurones n'est pas garanti de bien généraliser loin des données des exemples qu'il a vus lorsqu'il a appris, lorsqu'il s'est entraîné. Donc, comment s'assurer, entre autres, donc, qu'un réseau de neurones ne soit pas influencé par des biais qui sont présents dans les données. Puis, un des aspects où ça peut créer problème, c'est, imaginons que j'ai un système de reconnaissance vocale. J'aimerais que mon système de reconnaissance vocale fonctionne pour le plus de gens possible. Mais si dans les données que j'ai collectées, il y a seulement des hommes, par exemple, il y a de bonnes chances que mon système de reconnaissance vocale fonctionne beaucoup mieux pour les hommes que pour les femmes. Ça, ce ne serait pas équitable, puis ça serait pas un bon produit, en fait, finalement. Donc, comment essayer d'éviter ça? Il y a vraiment plein d'approches différentes, mais spécifiquement liées à essayer de régler le problème dans nos données. Essentiellement, ce qu'il y a à faire, au minimum, c'est de visualiser ces données, puis d'essayer de voir aussi est-ce qu'il y a une bonne distribution de nos données à travers tous les profils potentiels de nos utilisateurs. Et encore une fois, à Google, on a un outil qui est open source que vous pouvez utiliser pour ça, qui est FacetDive ici. Et ça, vous pouvez le trouver en ligne sans problème. Et ce qu'on voit ici, c'est pas pour un exemple de reconnaissance vocale, c'est pour un problème de classification. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est prendre les données et essayer de voir comment ces données-là sont distribuées en fonction des usagers qui sont hommes versus femmes, différentes ethnicités, et ainsi de suite. Ça peut nous permettre de visualiser, OK, j'ai besoin de collecter plus de données de tel type d'usagers, par exemple, puis essayer de régler ce genre de problème-là. Ça, c'est une approche. Ceci étant dit, même après avoir fini et entraîné notre système, c'est aussi important de s'assurer de faire des tests spécifiquement pour différents profils comme ça de nos utilisateurs, même après. Parce que même si nos données sont balancées, ce n'est pas nécessairement garanti que ça donne un système qui est parfaitement balancé non plus. Et puis le dernier exemple que j'allais traiter, c'est celui de la robustesse. Donc, pour des exemples bien choisis, c'est possible de très peu changer un exemple qu'on a vu en entraînement, puis en fait d'obtenir une prédiction qui est totalement mauvaise par un réseau de neurones, de duper d'une certaine façon notre réseau de neurones. Et en gros, une des solutions qui est souvent utilisée pour éviter ça, ce qui peut être un problème si le réseau de neurones prend des décisions liées à la sécurité. Donc, une des façons de régler ce problème-là, c'est en fait d'entraîner notre réseau de neurones sur plein d'exemples qui ont été construits justement pour essayer de duper un réseau de neurones.
Pour essayer d'illustrer ce que je veux dire, un exemple que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, c'est celui-là ici. En anglais, on appelle ça des adversarial examples. C'est-à-dire qu'à gauche, en fait, ce que vous voyez, c'est une image ou un réseau de neurones qui est entraîné sur plein d'images naturelles à classifier différents types d'animaux et d'objets. Pour cette image-là, en fait, prédit la bonne race de chien qui est dans l'image. Mais en fait, dans l'image à droite, elle a été très, très peu, de façon très subtile, modifiée pour changer totalement la prédiction pour identifier un animal qui est différent, en fait. Et ce que vous voyez au milieu, c'est en fait la différence pixel à pixel de l'intensité de chacun des pixels entre les deux images. Donc, quand c'est gris, c'est qu'il n'y a aucune différence. Les pixels sont exactement les mêmes. Puis quand vous voyez d'autres couleurs, c'est qu'en fait, il y a effectivement une différence réelle entre la valeur des deux pixels. Donc, pourtant, pour nous, visuellement, les deux images à gauche et à droite sont exactement les mêmes, mais pour ce réseau de neurones-là, en fait, elles sont totalement différentes. Correspondent à des concepts totalement différents. Et il faut dire que ce n'est pas entièrement anormal qu'il y ait des exemples qui puissent duper un réseau de neurones, dans la mesure où même nous, il y a des images qui peuvent nous duper nous-mêmes. On appelle ça des illusions d'optique. Un exemple un peu rigolo, c'est celui-là ici, où on a deux chihuahuas, où en fait, celui au milieu, c'est pas un chihuahua, c'est un muffin. Mais si on regarde rapidement, on pourrait s'amener à penser que ça ressemble à un chihuahua. Puis il existe, on peut trouver des exemples comme ça en ligne qui sont peut-être plus convaincants que celui-là. Mais donc, l'idée des illusions d'optique, c'est normal. Notre système nous-mêmes visuel en a. D'une certaine façon, le problème, c'est que les illusions d'optique que nous, on a, ne sont pas nécessairement les mêmes que celui d'un réseau de neurones profond, par exemple. Et comme je disais, en fait, une approche pour essayer d'adresser ces problèmes-là, ça va être en fait d'augmenter nos données d'entraînement, nos exemples, avec d'autres exemples qui ont été construits pour duper des réseaux de neurones qui ont déjà été entraînés. Donc, j'entraîne plusieurs réseaux de neurones sur les données de base que j'ai. Ça va être mes réseaux pré-entraînés. Puis ensuite de ça, je vais entraîner un réseau de neurones qui, lui, va être robuste sur non seulement les données originales, mais aussi des données qui vont avoir été créées pour duper ces autres réseaux de neurones-là ici qu'on avait pré-entraînés. Okay? Et ça permet d'amener une bonne robustesse. Ça, c'est une approche facile à expliquer. Puis il existe des approches encore plus sophistiquées pour rendre encore plus robustes nos systèmes. Donc, j'ai presque fini. Fait que je vais terminer, puis on aura du temps pour des questions. Donc, je voulais terminer là-dessus, en fait. C'est important de garder en tête les modes de défaillance de l'apprentissage profond, surtout si on va les utiliser et que ça implique des usagers. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup de recherches et beaucoup d'avancées qui existent pour essayer de limiter ces défaillances-là. Puis ça, en fait, les exemples que j'ai donnés datent déjà de 2 ou 3 ans, donc on est encore plus loin maintenant. Puis aussi, il faut dire, ces préoccupations-là ne sont pas toujours importantes dans toutes les applications. Ça va l'être particulièrement lorsqu'on a une notion d'un usager humain, qu'il y a une notion de sécurité. Mais dans tous les cas, en fait, ce qu'il faut faire, c'est garder l'utilisateur en tête si on a des utilisateurs, puis de réfléchir aux défaillances du système au complet de façon générale. Puis de faire des tests comme on le ferait dans n'importe quel développement logiciel. Okay? Donc, c'est pas parce qu'on est en intelligence artificielle qu'on ne doit pas tester nos systèmes et s'assurer qu'ils fonctionnent bien, parce que même si l'intelligence artificielle, c'est une perspective romantique, peut-être qu'elle va réussir à régler à pas avoir les défaillances que nous, on peut avoir. En fait, elle peut avoir nos mêmes défaillances, puis il peut peut-être en avoir d'autres qu'on ne suspecte pas, qui sont différentes des nôtres. Donc, c'est important de tester et de garder ça en tête. Si vous voulez en savoir plus, Google a publié ce qu'on appelle les Responsible AI Practices. Donc, c'est un code, si on veut, d'utilisation de l'intelligence artificielle puis de l'apprentissage profond qui va vous permettre de donner un peu plus de détails sur comment avoir des systèmes qui sont équitables, plus interprétables, qui protègent vos données puis qui sont sécuritaires et robustes. Donc, je vous invite à aller lire ça. Finalement, comme ça a été mentionné, vous allez avoir toute une semaine de contenu qui va vous équiper de donner un bon outil, un coffre à outils initial pour comprendre l'intelligence artificielle. Si vous voulez continuer après, j'ai moi-même des cours en ligne sur YouTube. J'en ai 3 en français, un sur l'intelligence artificielle de base, qui couvre l'intelligence artificielle de façon large, pas uniquement l'apprentissage automatique.
J'ai un cours spécifiquement en apprentissage automatique, qui en fait, lui, couvre même pas les réseaux de neurones profonds. Il y a plein d'autres méthodes en apprentissage automatique qui sont utiles à savoir. J'en ai un sur le traitement automatique des langues. Puis finalement, j'en ai un qui, lui, est en anglais, spécifiquement dédié à l'apprentissage profond. Les 3 cours en français, c'est des cours de bac, en fait. Puis maintenant, il y a tellement de ressources, c'est fort possible que le cours d'intelligence artificielle, d'introduction à l'intelligence artificielle, que vous soyez capable déjà de le faire, même peut-être celui en apprentissage automatique, puis traitement automatique des langues. Donc, à votre vitesse, je vous invite à les consulter si ça vous intéresse. Vous pouvez les trouver en ligne assez facilement si vous cherchez mon nom, Hugo Larochelle. Il y a moi qui fais ces vidéos-là, puis il y a quelqu'un qui fait du skateboard. Moi, je suis celui qui donne les cours. Je vais arrêter là. Donc, merci pour votre attention, puis ça me fait plaisir de prendre vos questions. Donc, merci beaucoup, Hugo, pour la présentation. Je suis sûr que si les gens pouvaient applaudir en direct et enfin, le dire directement, ils diraient merci pour moi. Donc, je vais le faire au nom de l'audience qui est en ce moment. Il y a deux questions qui ont été posées entre-temps depuis la fin de la présentation. Je vais commencer par la première. Donc, il y a quelqu'un qui dit en fait que l'apprentissage profond est efficace, en particulier sur les traitements de données. Au niveau des données textuelles, ça semble être un plus grand défi, donc de traiter les données textuelles. Puis c'est moins performant que dans le cas de reconnaissance d'images, etc. Est-ce que cette faiblesse-là est due au fait que de traiter le texte dans sa forme brute et non pas de façon structurée pourrait expliquer pourquoi il y a un problème? Est-ce qu'on ne devrait pas utiliser des formalismes finalement mieux structurés pour traiter les données textuelles? Voilà. C'est une bonne question. Je te dirais, c'est un peu difficile en fait, de comparer des problèmes liés au traitement d'image puis traitement de texte dans la mesure où les problèmes sont aussi différents. Donc, ce qui fait que ça peut prendre du temps à entraîner un système. Ça peut être autant lié au traitement des données elles-mêmes que de la complexité de la tâche. Ceci étant dit maintenant, puis ça peut être aussi dû à la forme du réseau de neurones. Donc moi, j'ai pas été dans le détail de à quoi ressemblent tous ces réseaux de neurones-là. J'ai un peu dit, il y a des neurones, ils sont connectés entre eux, il y a des connexions qui varient. Il y a quand même tout un langage de réseaux de neurones qui partagent toutes plein de choses en commun, mais qui ont certaines différences qu'on aille de la vision au traitement automatique des langues. Il y a eu des développements particulièrement importants dans les dernières années pour le texte, basé sur ce qu'on appelle un transformer, qui est un type de réseau de neurones, qui lui, en fait, est applicable sur une très grande échelle, sur plein de données. Entre autres, vous avez peut-être entendu parler de GPT-3, qui est un système qui a été entraîné sur plein de données textuelles d'Internet, puis qui est capable de répondre à plein de questions sémantiques textuelles, qui a vraiment des aptitudes assez impressionnantes. Puis ça, c'est entraîné sur des milliards de données. Donc, il y a eu beaucoup, en fait, de progrès. Puis, ce qui est vraiment intéressant avec GPT-3, c'est que ça semble avoir appris des choses de façon totalement non étiquetée ou non supervisée, de faire un genre de raisonnement sémantique basé dans du texte, malgré le fait que les données ne sont pas étiquetées. Donc, si ça vous intéresse, j'encouragerais à aller voir ça, là, GPT-3 de OpenAI. C'est un peu la révolution de l'année en intelligence artificielle et en apprentissage profond. Là. C'est un accomplissement qui est quand même assez impressionnant. Maintenant, sinon, je devrais dire, ajouter des connaissances a priori dans la façon qu'on traite les données, ça vaut la peine de l'essayer. Puis, si c'est des bonnes connaissances a priori, tant mieux, utilisez-les. C'est sûr que le Saint Graal du chercheur en intelligence artificielle en apprentissage profond, c'est de ne pas avoir de connaissances a priori, puis d'avoir un système qui acquiert toutes ces connaissances juste à partir de données brutes. Donc, c'est pour ça qu'on s'y concentre beaucoup. Mais pour une application donnée, si on a de l'information et des connaissances qui devraient être utiles, mais qui ne sont pas exprimées sous forme de données, mais qui peuvent être exprimées sous la forme d'un pré-traitement des données, il ne faut pas se gêner à l'utiliser, c'est sûr. Parfait, merci. Une deuxième question plus courte. Si quelqu'un veut en apprendre plus sur l'intelligence artificielle, c'est quoi le bagage mathématique, les branches des mathématiques qui devraient être d'abord comprises ou maîtrisées pour... Oui,
pour avancer? Donc moi, quand j'ai commencé vraiment à faire de l'apprentissage automatique spécifiquement, donc moi j'étais dans le bac mathématiques informatique à l'Université de Montréal. Et à ce moment-là, j'avais calcul différentiel, algèbre linéaire, statistique et probabilité. Ce sont les 4 là, vraiment importants qui vont être utilisés d'une façon ou d'une autre en apprentissage automatique et en apprentissage profond. Puis bon, calcul différentiel, algèbre linéaire, les cours de base à l'université, puis en partie même ce qui est fait au cégep suffit souvent. Probabilité statistique, du moins dans mon temps, là, on n'allait pas super loin en probabilité ou en statistique au cégep. Puis j'ai gagné beaucoup à prendre des cours de bac en statistique et probabilité du département de mathématiques. Ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre aussi l'apprentissage automatique. Donc je dirais que c'est là souvent qu'il y a peut-être plus de lacunes, même si l'algèbre linéaire puis le calcul différentiel sont aussi très importants. C'est juste que souvent, je trouve que ceux-là sont assez bien couverts là, dans les cours mathématiques qui mènent, par exemple, à un bac en informatique. Parfait. Une autre question. Donc, il y a quelqu'un qui indique être en train de terminer sa maîtrise en intelligence artificielle à l'Université de Montréal et se pose la question, ça serait quoi la meilleure façon de faire le pont avec les neurosciences, soit dans un milieu enfin, de travail, dans une entreprise, des projets personnels ou des personnes ressources qui œuvrent dans ces domaines-là? Parce que la neuroscience est en bonne partie, je pense, beaucoup dans la recherche académique encore. C'est sûr, dans un milieu académique, dans un laboratoire de recherche, c'est peut-être l'endroit idéal. Aussi, ça dépend. Il y a plusieurs façons de combiner l'intelligence artificielle et les neurosciences. On peut essayer de s'inspirer des neurosciences pour avoir des idées de développement d'intelligence artificielle. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour mieux comprendre le cerveau aussi. Il y a des gens qui essaient, entre autres, d'avoir une carte complète du réseau de la connectivité du cerveau en utilisant des méthodes d'imagerie avec, évidemment, pas les images normales, mais d'autres modalités d'imagerie, en utilisant des réseaux de neurones à convolution, par exemple, pour essayer de faire ce traitement-là puis d'inférer la connectivité du cerveau. J'ai moi-même fait des travaux où on faisait de l'analyse d'images, de l'imagerie cérébrale pour essayer d'identifier les tumeurs dans les cerveaux. Puis ça, il y en aura peut-être ce champ-là d'appliquer l'intelligence artificielle pour la neuroscience, puis entre autres des applications médicales. Ça, il y en a peut-être des opportunités dans l'industrie. Il y a Imagia, qui est une start-up à Montréal, là, qui est entre autres très bonne dans ce domaine-là. Moi, j'ai un de mes étudiants qui fait son doctorat à l'Université de Sherbrooke, qui est maintenant chercheur chez eux. Donc, ça dépend un peu lequel on veut, mais sinon, je dirais fort probablement parce qu'on comprend encore pas tant de choses que ça du cerveau. C'est probablement le milieu académique qui reste le meilleur milieu pour en apprendre plus. Parfait. Une autre question qui est posée, donc, tu as présenté, enfin, tu as montré qu'une stratégie pour rendre les réseaux neurones plus robustes, c'était de les duper en donnant des données un peu différentes. Est-ce qu'il existe d'autres façons de régler le problème des systèmes qui sont biaisés? Donc, pour les systèmes, donc là, on ne parle pas de la robustesse, on parle des systèmes biaisés. Oui, plutôt biaisés, oui. Oui. OK. Oui, il en existe d'autres. Donc, il y a un exemple que je donne parfois, mais j'ai décidé de ne pas donner, mais peut-être que je peux utiliser une image pour l'illustrer. Ça va être pour donner un exemple. Ce n'est pas nécessairement la meilleure méthode, mais je trouve qu'elle permet d'illustrer bien une autre approche. Je vais juste partager mon écran. Donc, ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est s'il y a, par exemple, si on voulait qu'un système de reconnaissance de la parole fonctionne aussi bien pour
pour les hommes que pour les femmes, disons. Ben, d'une certaine façon, ce qu'on veut, c'est que le traitement de l'information qui est fait par le réseau de neurones ne soit pas sensible à est-ce que cette personne-là est un homme ou une femme. Et une idée pour essayer de faire ça, c'est de dire, ben, je veux que mon réseau de neurones, lorsque je lui donne une entrée, je veux qu'il prédise la bonne sortie, la bonne réponse, qui est le bon texte qui a été dit. Mais je veux aussi m'assurer qu'il ne soit pas bon à prédire de l'information qui est sensible ou qui est de l'information qui ne devrait pas être utilisée pour faire une bonne prédiction. Par exemple, c'est quoi le sexe de la personne qui a parlé. Et ça, c'est une forme d'apprentissage qu'on appelle adversarial learning. Et j'ai fait de la recherche dans ce domaine-là avec cet article ici, dans d'autres contextes qui ne sont pas nécessairement des contextes d'équité, mais qui amènent un peu la même idée, qui est de dire qu'avec ce type d'apprentissage qu'on appelle adversarial learning, c'est possible d'essayer d'enlever de l'information qui aurait pu être apprise par un réseau de neurones, mais qu'on voudrait qu'il n'utilise pas dans son aptitude à prédire, à faire une prédiction comme justement de la reconnaissance. Donc ça peut être une autre façon, en fait, où on n'aura pas changé nécessairement nos données, mais on va, de façon un peu plus active, essayer d'exiger que de l'information qui ne devrait pas être pertinente pour la prédiction qui doit être faite ne soit pas utilisée et ne soit pas capturée par le réseau de neurones. Parfait, merci. Une autre question, tu as évoqué vers la fin GPT-3 comme étant quelque chose qui avait été, qui avait révolutionné un peu les choses ces derniers temps. Donc, quelqu'un demande, est-ce que vous pensez que ça va remplacer éventuellement les codeurs, donc dans le sens de programmeurs? Est-ce que il semblerait que c'est capable de programmer dans n'importe quel langage de programmation connu? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça nous remplace les programmeurs? Oui, donc ce qui est fait référence, c'est qu'il y a une utilisation de ce système-là qui a été démontrée où un système inspiré de ça ou dérivé de ça était capable de programmer quand même de l'assez long code en fonction de, je pense, entre autres, de direction de commande, par exemple, une description en langage naturel de qu'est-ce que tu voudrais que le code fasse. Moi, je pense que c'est très prometteur pour essentiellement nous permettre de se débarrasser d'une partie de la programmation qui est en fait très répétitive. Puis on sait nous-mêmes, quand on programme, le nombre de fois qu'on va regarder sur Google, chercher, OK, y a-t-il quelqu'un qui a implémenté telle procédure? Puis là, tu vois sur Stack Overflow, quelqu'un l'a implémenté, puis tu fais presque un copier-coller de l'implémentation qui est donnée. Ça, d'une certaine façon, c'est nous qui programmons, mais finalement, on fait du copier-coller, quoi. Puis c'est une tâche qui est une genre de tâche répétitive. Fait que pour moi, le potentiel de système comme ça, c'est de prendre des tâches que peut-être on ne réalise pas, mais sont effectivement répétitives, puis de l'automatiser avec une intelligence artificielle. Puis pour moi, c'est ça qui est, entre autres, excitant avec l'intelligence artificielle, c'est que ça va occuper certaines tâches qu'actuellement on fait nous-mêmes, mais fort probablement, ces tâches-là vont nous créer de l'espace cognitif puis du temps pour occuper d'autres espaces de tâches puis de créativité qu'actuellement, on ne peut pas atteindre parce qu'on est limité finalement par les tâches plus répétitives qu'on a à faire. Mais c'est très excitant, ces développements-là dans le domaine de la programmation. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. Une dernière question que j'ai. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement... Est-ce qu'une bonne piste pour interpréter les comportements des réseaux de neurones, ce serait de faire des liens avec une méthode d'optimisation assez connue qui s'appelle, la méthode PSO, donc optimisation par essaim particulière, donc est une façon de faire de l'optimisation. Est-ce que ça pourrait être une bonne piste? Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà regardé. Je ne connais pas PSO, je ne sais pas c'est quoi l'acronyme, là. C'est Particle Swarm Optimization. Ah, OK. Ben, PSO, ultimement, c'est vraiment juste, c'est une autre méthode d'optimisation, de ma compréhension relativement superficielle. C'est une forme d'optimisation. C'est pas basé sur la descente de gradient, mais ça vise à optimiser. Et je pense que tant aussi longtemps qu'on a une méthode qui optimise sur un comportement, sur nos exemples,
on va observer, d'après moi, essentiellement les mêmes comportements, donc les mêmes défaillances potentielles. Donc, à moins que pour une certaine raison, ce soit possible d'ajuster cet algorithme-là pour explicitement essayer d'éviter ces défaillances-là, je pourrais pas dire exactement comment ça se ferait, mais a priori, c'est une technique d'optimisation qui pourrait permettre d'entraîner des réseaux de neurones sur des exemples. Donc, c'est ce principe principal-là qui mène en partie à ces défaillances-là. Très bien. Donc, merci beaucoup merci d'avoir pris le temps de répondre aux différentes questions. Pour le moment, il ne semble pas y avoir de questions additionnelles. Je ne sais pas si, par exemple, Mounir, tu avais une question à poser ou si quelqu'un d'autre. Moi? Oh, excuse. Non, je parlais à Mounir, si Mounir voulait poser une question. OK. Je pourrais peut-être juste compléter la réponse qui vient d'être donnée, parce que j'ai déjà joué avec l'utilisation des essais particulaires en conjonction avec l'entraînement de réseaux de neurones. En fait, ça n'apporte pas grand-chose en matière d'entraînement proprement dit, comparé, disons, à une descente de gradient. Par contre, c'est très efficace pour régler les hyperparamètres du réseau, c'est-à-dire décider combien de couches on met, combien de neurones on met par couche, et le type de fonction de sortie ou d'activation qu'il faut utiliser, etc. Donc, à ce niveau-là, oui, ça permet d'optimiser l'architecture neuronale, mais pas nécessairement l'entraînement proprement dit. Voilà. Ça a bien du sens. Sinon, peut-être juste un autre commentaire parce que j'ai préparé une présentation dans le cadre de cette école qui s'appelle justement Introduction à l'intelligence artificielle et apprentissage profond. En fait, moi, j'aime pas beaucoup le mot intelligence artificielle parce que je trouve qu'on est loin d'être rendu là. Mais on fait beaucoup d'apprentissage profond. C'est intéressant parce que ça complète un peu ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, dans ce cadre-là, peut-être, disons, les participants pourraient regarder l'autre présentation et voir d'autres exemples d'applications qui n'ont pas été couverts. Et j'espère que ça pourra, disons, mener à un intérêt encore accru pour le domaine qui est quand même assez révolutionnaire par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant en traitement de l'information. Voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié la présentation personnellement. Je trouvais qu'elle était vraiment bien faite. OK, merci. C'est gentil. Très bien. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, s'il y a d'autres questions ou si Hugo, tu avais quelque chose à ajouter. Mais, moi, c'est bon. C'est juste pour dire, mes cours aussi qui sont en ligne, souvent, je réponds aux questions quand les gens laissent en commentaire. Donc, puis, je ne suis pas trop difficile à trouver en ligne. Donc, si vous voulez me contacter par courriel, n'hésitez pas. Quand j'ai le temps, quand j'ai quelques minutes, ça me fait plaisir d'essayer de répondre le plus possible aux questions. Puis, bonne chance pour le reste de l'école. Merci beaucoup. Donc, je vais juste repartager mon écran rapidement pour conclure. Oui. Si jamais vous avez des questions de dernière seconde à poser à Hugo, vous pouvez les poser. Il reste encore quelques minutes. Donc, normalement, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Oui. OK. Donc, voilà. Donc, juste pour conclure, conclure rapidement, donc l'école d'été, c'est une nouvelle initiative. On est en train tranquillement de monter ça. Ça ne s'est pas fait dans les meilleures conditions, étant donné la pandémie, donc à distance et tout. Mais on a eu différents partenaires qui nous ont beaucoup soutenus, encouragés dans cette démarche-là. Donc, la Faculté des sciences de l'UQAM, l'Institut des sciences cognitives aussi, qui est un regroupement pas uniquement basé à l'UQAM, mais qui inclut aussi des chercheurs, chercheuses d'un peu partout autour, donc, et qui regroupe des personnes qui œuvrent dans les sciences cognitives en particulier. Le projet d'école d'été est rendu possible grâce au pôle montréalais d'enseignement supérieur en intelligence artificielle, donc qui est un regroupement qui
veut essayer de renforcer les liens entre les établissements universitaires, les établissements de niveau collégial qu'il y a à Montréal essentiellement. Il y a aussi le Centre de recherche en intelligence artificielle, donc qui est un centre basé à l'UQAM principalement, donc qui regroupe des chercheurs, chercheuses du domaine. Si vous êtes à l'UQAM ou si vous êtes intéressé par l'UQAM, on vous invite à nous contacter, à aller visiter le site. J'aimerais aussi remercier Ivado qui a géré l'organisation de cet événement-là. Donc, merci beaucoup Fabien d'avoir pris en charge une partie de la logistique, c'est vraiment apprécié. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ivado, ça s'appelle l'Institut de valorisation des données, donc ça regroupe encore une fois beaucoup de personnes, infrastructures autour de la thématique de l'intelligence artificielle. Donc, peut-être juste, si vous souhaitez en savoir plus, si vous n'avez pas encore trouvé, ici j'ai indiqué le lien vers le site qui va contenir les capsules vidéo qui vont être déposées pendant le mois d'octobre. La présentation que Hugo vient de faire aussi va être disponible. On va mettre un lien vers cette présentation-là sur le site. Aussi, peut-être annoncer tout de suite, les dates ne sont pas tout à fait, c'est pas sûr encore, ça se peut qu'il y a des changements, mais on espère, si tout va bien, ce qui est probablement, en fait, ce qui est peu probable, je crois, que l'été prochain, donc du 11 au 14 juin, on ait la 2e édition de l'école d'été. Donc, je ne sais pas si ça va être une école d'été virtuelle ou en présentiel, mais on espère qu'il y ait cette 2e édition-là l'année prochaine. Donc, voilà, merci à tout le monde pour votre participation. Je ne sais pas si entre-temps, il y a des questions qui se sont ajoutées. Non, moi, j'en ai pas vu. Non, ça va, il n'y a pas de nouvelles. OK, pas de nouvelles questions. Donc, voilà. Donc, merci encore pour votre participation. Merci à Hugo, merci à Fabien, merci à Mounir d'avoir co-animé avec moi l'événement. Et puis, on espère avoir des nouvelles, puis votre rétroaction sur cette conférence.